Bonjour à tous. Donc, je suis Cédric Joulin, expert data IA pour Serly, une ESN d'une cinquantaine de personnes qui se situe à Poitiers, au Futuroscope, et aussi à Niort. Donc, on va être plutôt spécialiste dans le développement, dans l'innovation et la formation. On est d'ailleurs Calliope. Et moi, donc, je suis Cédric Joulin, j'ai une formation ingénieur, un doctorat sur des robots et de l'IA. Et après, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la finance chez BNP Paribas. On verra après que ça m'a été utile. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter une approche pour de l'IoT performant. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est plutôt que de subir une quantité de données énorme, essayer de l'utiliser au mieux et en profiter pour faire des algorithmes de reconnaissance automatique d'anomalies pour commencer. Alors, voilà, comme je vous disais, application, détection automatique d'anomalies. Je vais me focaliser sur la quantité de données. Souvent, ça peut faire peur. Ici, c'est un boîtier qui va commander. Donc, le client ne veut pas encore communiquer, aimerait communiquer en premier, donc je ne peux pas vous dire quel est le client, mais si vous voulez venir me voir après, on pourra parler plus en détail. Donc vous avez un boîtier central qui va commander énormément d'instruments et qui va recevoir beaucoup de mesures. Donc comme je vous le mettais, en fait, ce boîtier communique 9600 messages par jour. Des boîtiers comme ça, on en a 3400, répartis majoritairement sur la France, mais aussi ailleurs dans le monde. Chaque boîtier, 9600 fois par jour en moyenne, c'est 260 mesures. Ce qui fait que sur une journée, on est à 10,6 milliards de valeurs. Donc on a quelque chose de très conséquent qui, on va voir avec une approche classique, pourrait poser des soucis. Voilà. Le protocole, en prenant la donnée vraiment brute, binaire, on est autour de 350 gigas de données par jour. Mais on a beaucoup de redondance. Donc on va pouvoir, avec un algorithme de compression déjà, écouter la donnée et la stocker de façon compressée. On n'arrive déjà plus qu'à 1,3 giga par jour. Donc évidemment, cette donnée compressée, elle est à peu près inutilisable. Ou alors, il faut tout relire pour avoir accès au moindre point. Mais c'est la donnée brute, c'est la donnée telle qu'on la reçoit. Peut-être que vous connaissez le format Parquet d'Apache, qui est très bien pour l'IoT, les données colonnes. Avec le format Parquet, ces données-là, on arrive à les mettre sur 1,2 giga par jour. Donc on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus utilisable. Mais nous, chez Serly, on a notre propre format qui est encore plus efficace et on arrive à stocker une journée en 200 mégas. Donc là, 200 mégas par jour, on ne se pose plus de questions. On prend tout, on garde tout, on peut tout mettre sur une seule machine. Aujourd'hui, on a mis ça en place au mois d'août 2023. L'ensemble des données avec notre format, ça représente 80 gigas. On peut le mettre sur quasi n'importe quelle machine. Alors, ce format, en fait, j'ai travaillé chez BNP Paribas pendant 20 ans en salle des marchés, dans les équipes recherche pour les traders, sur les données de marché, justement. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que ces données de marché sont tellement tordues, variées, que quand vous êtes capable de traiter ces données efficacement, les stocker efficacement, on peut s'adresser à n'importe quel problème de flux de données, de time series. Et time series, on en a partout. Notre rythme cardiaque, c'est une time series. Vous dire à quel point il y en a partout. Donc là, c'est juste pour vous montrer, nous faire un peu notre pub sur notre format. Donc ces données, on a ici, c'est une journée d'instruments financiers. C'est 800 instruments financiers qui sont les plus gros, les plus traités de la planète. En fait, la donnée brute en CSV, donc écrit dans un fichier lisible, on est à 92 gigas. On compresse tout ça, on arrive à 2 gigas. Le Parquet, en fonction de ce qu'on met comme algorithme derrière de compression, on est à 4 ou 2 gigas. Avec notre format, on est à 1,2 gigas. Tout ça sans perte, évidemment. C'est des données quelles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve les redondances,
On stocke les informations, chaque mesure, avec un bon format qui correspond beaucoup plus à ce que l'humain fait qu'à une machine. Du coup, on gagne en précision et en redondance. Et on a vu, ça s'applique à l'IoT, mais on peut aussi utiliser notre format sur des données météo. Donc là, c'est un exemple, c'est des données météo qui ont été données par Météo France. C'est 860 stations sur 3 ans. C'est des mesures toutes les 6 minutes. Et si je me souviens bien, c'est une vingtaine de mesures. Le fichier CSV brut, c'est 13 gigas. On compresse, on est déjà plus à que 800 mégas. Et nous, on arrive à 300 mégas avec notre format. Toujours, ce format, c'est un format où vous pouvez accéder directement aux données qui vous intéressent. Alors, pourquoi j'insiste? Parce que Serly fait tous les ans le Jug Summer Camp à La Rochelle, et on a eu un intervenant qui nous a présenté leur approche, comment ils géraient 100 milliards de points par mois, avec une approche que j'allais dire classique, avec du AWS, Parquet, Athena. Et l'ordre de grandeur, on est proche. C'est-à-dire que nous, nos boîtiers, sur un mois où on n'a pas beaucoup de données, on est à 176 milliards, et sur un mois, on a beaucoup de données, on est à 330 milliards. Donc, on est du même ordre de grandeur. Eh bien, aujourd'hui, le coût juste de stockage, c'est 33 000 $ par mois. Avec les nouvelles données qui arrivent, cette facture augmente de 300 $ par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de réfléchir à comment faire pour nettoyer les données du passé, parce que c'est trop cher. Ça veut dire aussi, ça, c'est juste le stockage. Quand ils font une analyse, s'ils se loupent sur l'analyse, ce qui a été le cas, c'est-à-dire qu'ils sont remontés trop longtemps dans le passé, ils sont allés dans du stockage moins cher, qu'ils ont été obligés de réveiller, qui est devenu du stockage cher, une requête pour un client a coûté 300 $. Donc là, ils sont obligés d'avoir un expert qui, tous les mois, connaît très bien le cloud, Azure, combien ça coûte ci, cela, pour optimiser leurs factures, passer à des modes de sauvegarde, des modes froids, ainsi de suite. Nous, notre choix, c'est une architecture propriétaire, c'est notre outil Listic, on a notre format, on a notre moteur, on va pouvoir aujourd'hui tout mettre pour moins de 2 000 € par mois. On a choisi une machine, on va tout mettre sur cette machine, et on a déjà dimensionné pour 10 000 boîtiers sur 10 ans. C'est-à-dire 3 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. La machine, elle est prête. Alors, l'architecture. Présenter un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, ce boîtier, vous voyez tout à distance sur votre téléphone. Chacun des 3000 boîtiers envoie toutes les 10 secondes ou toutes les secondes son état dans un Redis. Et vous, avec votre téléphone, vous allez voir cet état sur le Redis. Ça, c'est ce qu'ils ont mis depuis très longtemps. Et ils se sont dit, cette donnée, elle est perdue. Parce que le Redis, il a juste l'état de votre boîtier à l'instant T. Il oublie tout, sinon il y aurait trop de données. Donc, on a pris une seule machine. Donc là, en l'occurrence, chez OVH, c'est ce qu'on appelle du bare metal. C'est une approche que j'aime bien. C'est à mi-chemin entre le cloud et l'on-premise. C'est-à-dire que vous avez une machine à vous, mais ce n'est pas vous qui vous occupez de l'alimentation électrique, des réseaux. Vous l'accédez à distance. On a pris une machine chez OVH qu'on a dimensionnée suffisamment, c'est-à-dire beaucoup de disques et un processeur qui tourne bien. Et à partir de maintenant, sur l'architecture, ce carré, ce sera cette unique machine. Qu'est-ce qu'on a mis dessus? Beaucoup de disques pour pouvoir tout stocker. Et on a un process qui tourne et qui écoute en permanence toutes les données envoyées, binaires, les prend et les stocke telles quelles, sans comprendre. Surtout ne pas comprendre. On stocke, comme ça on a un process très simple, on est sûr de toujours garder la donnée source. À partir de cette donnée brute, on va passer à un autre format. On va compresser encore plus, comme je vous ai montré, mais on va faire en sorte que cette donnée soit facilement accessible, qu'on puisse aller à n'importe quel bout, n'importe quel dossier. C'est notre format de stockage Listic. Derrière, on a un moteur de calcul Listic qui va pouvoir faire des calculs sur toutes ces valeurs à la volée, de façon efficace, en utilisant tous les cœurs de la machine.
Évidemment, toujours intéressant de voir les données, de pouvoir jouer avec, faire les analyses. Donc on a aussi, toujours sur la même machine, un petit serveur HTTP qui va vous permettre de faire des graphiques. C'est plutôt pour les ingénieurs, mais ça a le mérite d'exister et de pouvoir développer, avoir un retour direct. Tout ça en streaming, en flux continu, voire en temps réel pour les piscines. Vous l'appelez depuis votre browser. Faites votre requête. Cette requête est envoyée au serveur qui commence à vous communiquer les données qui vous sont retournées, tout en streaming. Pourquoi je parle beaucoup de streaming? Parce que pour moi, c'est un point indispensable quand vous gérez une grande quantité de données. En finance, c'était indispensable pour la bonne et simple raison que les instruments financiers peuvent être tellement variés que vous ne savez pas combien vous allez avoir de points. Vous avez certains instruments financiers, vous allez avoir 1 ou 2 points par an. Vous en avez d'autres, c'est 7 millions par jour. Donc, qu'est-ce que vous mettez comme tampon? Une approche classique Panda avec un frame, je vais prendre tant de données? Non, vous ne pouvez pas savoir. Donc, on prend les données telles qu'elles arrivent en streaming et on a, entre guillemets, résolu le problème de la volumétrie. Les données sont traitées à la volée. Maintenant, pour être plus efficace au niveau de la production, notre outil peut être appelé directement en Python, en C, en Java ou en Go. Je suis un grand fan du Go, c'est un langage qui est vraiment efficace, on peut y aller assez vite. En fait, toute cette chaîne a été écrite en Go. Ça ne consomme pas beaucoup de ressources, ça peut tourner sur tout et n'importe quoi. Donc, avec votre langage préféré, vous vous connectez au moteur de calcul, vous faites votre requête, un peu comme du SQL, et vous avez vos résultats. Voilà l'architecture qu'on a mis en place, avec à l'intérieur des process qui vont tourner indépendamment, comme tout ce qui est lecture, encodage, et les moteurs qui attendent vos requêtes. Maintenant, comment on va utiliser cette donnée? Alors là, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a énormément de données. Ce n'est pas toujours le cas avec les clients. Mais par contre, le désavantage, comme avec beaucoup de clients, c'est que ces données ne sont pas labellisées. On a la donnée, mais on ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien, qu'est-ce qui se passe. Donc, on a trouvé une solution pour pouvoir détecter automatiquement les anomalies. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser ce qu'on appelle un auto-encodeur. En entrée, on met différentes dimensions. Et ce qu'on va lui faire apprendre, c'est qu'en sortie, il soit capable de réécrire la même chose qu'en entrée. Ça paraît un peu bête comme ça, mais non. Parce que qu'est-ce qu'on va mettre au milieu? Des réseaux de neurones en entonnoir qui vont aller de plus en plus petits. C'est-à-dire qu'au milieu, là, le Z, c'est juste quelques neurones. Ça veut dire quoi? C'est que le réseau de neurones, il va pouvoir apprendre que ce qui arrive souvent. Ce qui arrive rarement, il n'aura pas assez de mémoire pour l'apprendre. Il va donc apprendre que ce qui arrive souvent. Donc si vous avez quelque chose qui arrive souvent, c'est bon, il va pouvoir vous le reconstruire. Si maintenant en entrée, vous avez quelque chose qui arrive rarement, la sortie va être différente de l'entrée. Voilà. Première étape, données normales. La reconstruction, c'est la même chose. Deuxième étape, des données entre guillemets anormales. Anormales, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vu. La reconstruction, ça va être différent. La sortie va être différente de l'entrée. Et nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mesurer la différence qu'il y a entre l'entrée et la sortie. Et dire, là, il y a une grosse différence. Allons voir sur ce boîtier, il s'est peut-être passé quelque chose sur cette dimension. Exemple concret, sur la température de ce boîtier. Donc, évidemment, les experts de cette société ont mis une alerte. Ils savent très bien que le boîtier, s'il fait plus d'une certaine température, il y a un souci. Par contre, là, mon réseau de neurones me dit, ce boîtier, j'ai un problème sur la température. Je regarde, température du boîtier, c'est en haut, 28 degrés. Moi, je me dis, 28 degrés, c'est bon, il n'y a pas de souci. Pourquoi il me relève une erreur? J'ai discuté avec le métier, et là, le métier me dit, 28 degrés, ce boîtier, normalement, il est dans un local technique, fermé. Le minimum
d'habitude, c'est plutôt 40 degrés. Donc là, en fait, le réseau de neurones a réagi parce que la température est plus basse que ce qu'il voit d'habitude. On affiche aussi la température extérieure, et ce qu'on voit, c'est que c'est pas mal corrélé. Et là, l'expert me dit, voilà ce qu'on devrait avoir normalement. Une température à 55 degrés. On a vraiment un écart très important. Et là, l'expert a regardé, il a vu que c'était un boîtier qui avait été installé il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, bah ça, ils n'ont pas respecté la norme. Le boîtier, il n'est pas dans un local fermé, il est exposé aux éléments extérieurs. Cet été, quand il va faire chaud, ça va monter. Tout va s'arrêter parce que ce sera trop chaud et on aura un souci. Donc on a pu ici prévenir le SAV directement pour aller vérifier. Alors ça, c'est la vraie entrée du réseau de neurones. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir. Ici, c'est une version fixe, mais on a une petite animation, on a l'impression de voir Matrix. C'est toutes les dimensions. Parce que ce qu'on a fait aussi, ce qui existe aujourd'hui, alors techniquement parlant, s'il y en a que ça intéresse, ce qu'on a mis dedans, c'est ce qu'on appelle des TCN, Temporal Convolutional Network. C'est une extension des réseaux de neurones qui sont utilisés en images, les CNN, des convolutions pour reconnaître des bouts. Sauf qu'ici, au lieu de s'adapter à une image qui est en 2 dimensions, on s'adapte à un flux en une seule dimension, qui est le temps. Donc ce que vous voyez ici, c'est qu'on a 21 mesures en entrée et on a 96 pas dans le temps. C'est une journée. Et on voit les évolutions de chacune des mesures avec... alors là, je peux vous le dire, mais ici, le 17, le petit point rouge qui est très fort, qui sort, c'est les précipitations, il a plu, ce qui n'arrive pas souvent, ce qui fait que ça fait un point bien, bien gros. Et donc ça, c'est ce qu'on met en entrée du réseau de neurones qu'on doit avoir en sortie. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais juste par rapport à la détection d'anomalies. Vous avez 10 milliards de données qui arrivent chaque jour, vous disiez, il me semble. Est-ce que ça ne coûte pas trop cher de faire passer le réseau de neurones, enfin de faire cette inférence du réseau de neurones, de cet auto-encodeur, pour chacune de ces données? Alors, comme je disais, effectivement, on a 10 milliards de données par jour. Derrière, c'est un système, le moteur Lispik. Alors tout ça, c'est fait sur une seule machine. On le fait, ça y est, c'est mis en prod. On le fait tous les jours pour les 3000 boîtiers. Mais le moteur de calcul derrière est très efficace en streaming. Donc vos 10 milliards de données va transformer. Donc on dit qu'on est à peu près à 9600 mesures par jour. Ça va être sous-échantillonné en 96 mesures. Voilà. Donc ce que vous avez vu, on va avoir que quelques points. On va avoir beaucoup moins de points en entrée du réseau de neurones. C'est un autoencodeur avec très peu de neurones à l'intérieur, donc ça va super vite. Donc on peut se permettre. Là aujourd'hui, concrètement, il y a 2500 boîtiers en fonction, parce que ça varie en fonction des saisons. 2500 boîtiers, on met 2 heures pour transformer dans notre format, et on met une demi-heure pour calculer sur les 2500 boîtiers les anomalies. Parce qu'on sous-échantillonne les données, on a un petit réseau de neurones, donc ça va très vite. Le réseau de neurones a été créé en Python, mais derrière, on l'exporte au format ONNX, et toute la production est faite en Go. Le Python, on ne l'utilise plus. Il y a aussi ça, on utilise quelque chose d'efficace derrière, qui peut être paralysé sur les 32 cœurs de la machine. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci pour la présentation. Je me posais une question sur votre format optimisé. Oui. Donc vous avez des performances assez impressionnantes en termes de stockage. Je m'interrogeais sur les performances en termes de lecture de la donnée par rapport à du parquet. Ou par exemple, on peut faire du partitionnement, des choses comme ça. Donc comment ça se compare à ce niveau-là ? Alors, sur certains, on est au moins aussi rapide, voire 3 fois plus rapide. C'est pas évident parce que le parquet nous a fallu du temps
Parce que vous avez vu, il y a plein d'optimisations possibles à faire. Donc, pour avoir une mesure qui reste raisonnable, parce qu'au début, on était 10, 100 fois plus rapide que le parquet, c'était juste qu'on avait mal fait notre parquet. Donc, il fallait une expertise pour bien faire. Donc, le pire du pire, on est aussi rapide. Après, quand on est en multiprocess, là, on va beaucoup plus vite que le parquet et souvent, on est 3 fois plus rapide. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question, parce que ça allume des relations avec des problèmes fondamentaux en intelligence artificielle, qui sont la représentation des connaissances et comment on l'interroge. Et donc, on sait que, alors j'ai le temps, j'ai une minute. En fait, il y a pas mal de travaux qui essaient justement de trouver un très bon compromis entre la compacité des données et leur expressivité. Il y a pas mal de résultats théoriques, il y a pas mal de choses autour de ces problématiques. Et notamment, j'aimerais avoir un petit indice sur comment vous arrivez à compresser. Typiquement, traditionnellement, on va essayer de travailler sur la décomposabilité des problèmes, c'est-à-dire essayer de trouver des représentations dont les deux paquets sont indépendants. On va chercher à avoir ce genre de choses. Et après, en fait, on se pose aussi la question, effectivement, et là c'est super intéressant, de l'efficacité des requêtes. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit indice, un petit quelque chose de pas cœur de... Allez, les secrets aussi, je peux y aller. Il y a énormément de petites choses. Déjà, oui, tout est ventilé, comme vous le disiez très bien. C'est-à-dire que toutes les séries sont séparées. Vous allez avoir la série de temps et les séries de valeurs, chacune séparée. Ce qui fait que quand vous avez 2500 boîtiers comme ici, forcément, il y a des séries qui vont être identiques. Numéro 1. Chaque série est séparée. Généralement, on va segmenter, faire du sharding par jour. Chaque série on étudie quelle est la compression la plus efficace. Alors, pour finir derrière, on utilise du ZSTD. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est génial. Voilà. C'est une compression en streaming faite par un Français. Donc, à la toute fin, on va compresser en ZSTD. C'est de la compression à la volée, où vous avez une dissymétrie entre la compression et la décompression. C'est-à-dire que la décompression se fait toujours à peu près à la même vitesse. Par contre, la compression, vous pouvez demander plus ou moins rapide et donc plus ou moins compressé. Ça, c'est le flux à la fin. On a vu que par rapport à du XZ, qui, pour moi, est le plus efficace, on est 20% moins bon, mais 3 fois plus rapide à lire. Donc, on n'a pas hésité au niveau du compromis. Ensuite, autre point, ça je peux vous le dire, on n'utilise pas des floats. Les fameux floats 64. La représentation binaire des nombres, on a notre petite feinte, on utilise une représentation en base 10 pour les nombres flottants et non pas une représentation en base 2. Parce que je regrette, mais les mesures qu'on a à chaque fois, en tant qu'être humain, nous on voit 10,01. On n'a pas envie de voir 10,0099999983274. Parce que si vous mettez en float, c'est vraiment ce que vous avez en mémoire. Donc du coup, vous créez de l'entropie, et ça, derrière, c'est pas facile à compresser. Nous, on dit, OK, 10,01, c'est quoi? C'est 1001 divisé par 100. Voilà comment c'est encodé. Du coup, derrière, l'algorithme de compression va beaucoup plus facilement trouver des patterns et ne va pas avoir ce bruit d'encodage parce que l'être humain derrière. Alors, bien sûr, tout ça, c'est parce qu'on ne stocke que la donnée brute. Tous les calculs après, vous allez faire des moyennes, vous allez avoir besoin de ces nombres derrière la virgule sans calculer à la volée. La donnée brute qu'on reçoit, de toute façon, c'est soit des capteurs, vous avez des entiers, soit des capteurs où vous allez regarder au centième de degré pour des thermomètres ou ainsi de suite. C'est un autre point. Après, il y a d'autres petits ajustements, des mises en point. Et il y a tout ce qui est un système de description, d'autodescription du format, et aussi des index pour aller chercher juste l'information qui nous intéresse. Par contre, on est obligé sur une dimension de lire une journée entière si on veut le dernier point. Mais c'est fait de façon super rapide. Pareil, si on se retrouve avec une mesure qui ne change pas dans la journée, on la met une fois, on dit combien de fois elle est répétée. Et là, c'est super rapide à lire. Plein de petits mécanismes comme ça, mis bout à bout, qui font qu'on arrive à des taux très élevés sans perte.
et toujours accessible. Ok, merci. Comme ça, on a un peu de détails. Moi, j'étais un peu frustré sur le. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous remercier. Merci à vous.